Une pluie de roses, un geste pudique, un visage pensif. Un tableau de Sandro Botticelli. Un des nus mythiques de l'histoire de la peinture? Pas seulement. Un nu comme le regard de l'homme n'en avait plus vu depuis 1000 ans, en taille réelle, gracieux, frontal et direct. Après des siècles où la nudité fut synonyme d'humiliation ou de vice, et la beauté suspecte, les voici révélés et idolâtrés sous les traits de la déesse de l'amour. Avec un tel éloge du corps et de la grâce féminine, l'homme humaniste de la Renaissance entrait dans la modernité. Une icône ou bien un cliché? À force de voir et revoir cette scène reproduite jusqu'à la nausée, on a presque plus envie de la voir déraper que de prendre le temps de l'observer. On verrait alors, par-delà le calme et la douceur apparente, ces équilibres instables, cette agitation frénétique et ce dessin sec et tranchant. On remarquerait que ce corps étiré, à la chevelure démesurée, n'a rien de la solidité massive de l'antique, et que ce visage mélancolique et absent ressemble plus à nos mannequins contemporains à la mine boudeuse qu'aux lascives Vénus qui suivront. Alors, déesse de la Renaissance ou madone médiévale? Image d'émancipation ou idéal masculin stéréotypé? Qui est vraiment cette femme? La réponse semble évidente. C'est Vénus au moment même de sa naissance. Belle, cachant maladroitement sa nudité, entourée de ses attributs. La conque, sur laquelle elle naît au milieu des flots, et les roses. À sa gauche, Zéphyr, le dieu du vent d'ouest, les joues gonflées d'air, et sa compagne Aura, le vent du printemps. Il pousse la conque vers la berge, où une femme s'apprête à la revêtir d'une cape rose, parsemée de violettes. C'est une des heures, ces déesses des saisons, sans doute le printemps. Mais cette Vénus-là est en provenance directe de l'Antiquité. Certes, Botticelli retranscrit fidèlement une description de la naissance de Vénus de Policien, son contemporain. Mais le texte s'inspire du romain Pline l'Ancien, décrivant une fresque légendaire sur Vénus peinte par Apelle, le plus grand peintre de l'Antiquité, pour Alexandre le Grand. Impossible de trouver filiation plus prestigieuse pour le peintre, comme pour les commanditaires, les Médicis. Ils fournissent justement à Botticelli sa seconde source d'inspiration antique, leur copie romaine de la Vénus de Praxitèle, un nu légendaire, si beau qu'un jeune homme en tomba amoureux et tenta de s'unir à elle charnellement. La naissance de Vénus paraît donc représentative de l'état d'esprit de la Renaissance. L'abandon de l'obscurantisme médiéval grâce à la redécouverte de l'antique. Pourtant, si l'on compare la toile aux autres chefs-d'œuvre que Botticelli avait sous les yeux, on est frappé par un décalage. Alors que ses confrères se passionnent pour la perspective, celle de la naissance de Vénus est sommaire. Aucune perte de contraste progressif pour donner l'impression d'éloignement, et les personnages ont l'allure de figures de papier découpées puis collées sur un fond. Ensuite, tandis que ses contemporains cherchent à rendre les figures vivantes en masquant les contours, Botticelli les cisèle méticuleusement. Enfin, Vénus diffère de son modèle. Cou et visage plus étirés, épaules moins larges, ventre plus rond. Et elle ne respecte pas les sacro-saints canons des proportions antiques. L'écart entre la poitrine, qui doit servir de maître étalon pour l'ensemble des proportions, s'allonge ou diminue sans cesse. Quant à la stabilité antique, elle a laissé place à un déséquilibre improbable. Vénus nous cacherait-elle ses véritables origines ?
Botticelli ne pouvait révéler à ses contemporains toute la beauté de Vénus avec le rare matériel antique à sa disposition. Il va se réapproprier les styles encore au goût du jour à Florence à la fin du XVe siècle. Celui de la tapisserie médiévale du Nord, très appréciée des Médicis, les personnages se détachant comme des arabesques et la perspective de la naissance de Vénus tiennent de ce média où la matérialité du support rendrait difficile l'expression de la profondeur. Réappropriation de l'orfèvrerie, art typiquement médiéval qui rayonnait de ses derniers feux. Botticelli avait une formation initiale d'orfèvre, ce qui explique la précision tranchante de son dessin et le qualificatif de viril qu'on lui a collé. La virilité désignait alors celui qui excelle dans son domaine. Pour le peintre, c'est sa virtuosité. Et en 1485 à Florence, c'est celle du dessin net et précis. Botticelli en est le roi. Enfin, le nu n'est pas antique, mais gothique. Longue chevelure, corps plus étiré, les muscles ont laissé place à des hanches plus larges, les seins diminuent de volume. Vénus serait-elle un nu néo-médiéval ? Par la forme, oui, mais certainement pas par le sujet. Le Moyen-Âge limitait le nu à 2 représentations liées à la Bible, parfois celui épanoui de l'innocence, mais le plus souvent celui honteux, dérivant du péché. Vénus pourrait être la version moderne de ce nu de l'innocence et de la pureté, geste de pudeur, visage pensif et absorbé, celui-là même de la Vierge Marie, la déesse des chrétiens. Et les plus grands philosophes de l'époque, l'habit de vertu, elle est tempérance et honnêteté, charme et splendeur. L'époque est donc à une tentative curieuse de conciliation entre religion catholique et Dieu païen.